tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gin Tonic en balade à la paillade. Les Aiglons affronteront le PSG en quart de finale de la Coupe de France. Ce sera au Parc des Princes, mais avant cela, eh bien, il y a le derby pour bonifier le bon point pris à Brest. Et pour en parler, nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé, salut mon Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et le retour de la légende en pleine forme, encore une fois, Philippe Camps. Salut mon Philippe. Bonjour. Oui, je suis pas si en pleine forme que ça au final. Notre invité cette semaine a joué plusieurs derbys, mais sous le maillot de la Diagonale. Aujourd'hui, chargé de mission auprès de la direction sportive de l'OGC Nice. Il est passé dans le camp d'en face. On est ravis d'accueillir Sébastien Schilacci. Salut Toto. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tu es l'invité parfait pour nous parler de ce derby. On verra ça à la fin de l'émission. Ouais, j'en suis sûr, t'inquiète pas. Allez, au sommaire de ce Gym Tonic, un focus sur Youssouf N'Daye Chilié qui se met à marquer des buts et des jolis en plus. Le pour-contre concernera le jeune Tom Louchet. Doit-il être titulaire contre Monaco après sa belle prestation face à Montpellier? Et vous saurez tout, bien sûr, sur ce derby avec en fin d'émission le souviens-toi de Philippe et cette rivalité entre Nice et Monaco, année 70-2000. Hein, exact. C'est ça. Allez, pour démarrer ce Gymto, on va revenir sur la qualif et la belle victoire 4-1 de l'OGC Nice à Montpellier en 8e de finale de la Coupe de France. 3 buts en première mi-temps, mon cher Will. Il a fallu se mouiller un peu la nuque. Ah, franchement, je me suis frotté les yeux pour être sûr que je voyais pas n'importe quoi, mais ça fait plaisir. Enfin, l'OGC Nice se facilite les fins de match. 3 buts en première mi-temps, dont des beaux buts. Mohamed Ali Chaud qui marque son premier but, Tom Louchet qui confirme avec un deuxième, des petits jeunes du centre qui gagnent un peu de temps de jeu en fin de match. Soirée parfaite. Soirée parfaite, avec même un penalty arrêté par Marcin Bulka. On va regarder ça sur les statistiques de cette rencontre donc entre Montpellier et Nice. Une domination sans partage de la part des Niçois, même si Montpellier a plus tir au but. Beaucoup de réussite cette fois. On a beaucoup critiqué cette réussite, ce manque de réussite parfois offensive pour les Niçois. Là, Léandra, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Ah bah, ça a parfaitement fonctionné, c'est ce que disait Will, on s'y attendait pas forcément. Et au final, Nice a su se rendre le match hyper facile. Après, Montpellier les a un peu aidés parce que c'était pas non plus une grande équipe qui était pas mal diminuée aussi. Mais oui, en plus, tout le monde a marqué. Mohamed Ali Chaud, premier but, donc vraiment une soirée parfaite. Une soirée parfaite. Philippe, toi qui critiques souvent le manque de buts dans cette équipe de l'OGC Nice, le manque de spectacle, bah, tu es comblé là. Un régal. Je l'avais dit. J'avais dit ils vont gagner 4-0. Bon, 4-1, j'étais un peu déçu. Ouais. D'ailleurs, le but est peut-être hors jeu, le but Montpellier. On n'a pas trop revu ça, les images, mais Montpellier, j'ai pas vu. C'est un scandale. J'ai pas vu Montpellier, donc Montpellier-Rhin, je ne sais pas ce que c'est. Toto, cette équipe de Nice là, qui joue sur 2 tableaux là, cette saison, pour le podium, maintenant quart de finale de la Coupe de France, est-ce qu'elle peut réussir sur les 2 tableaux, tiens, cette équipe? Oui, bien sûr, on le voit, on est constant dans les résultats. On l'a vu encore hier, il n'y a jamais de match facile. Même un match contre une équipe de Montpellier qui est en difficulté, on a répondu présent, il y a eu pas mal de turnover, comme vous l'avez dit. Et derrière, ça répond présent encore une fois, on marque des buts, on n'en encaisse pratiquement pas. Donc bien sûr qu'on peut jouer sur les 2 tableaux. J'aime bien parce que tu as eu, Toto, tout de suite, on peut jouer sur les 2 tableaux. Ça y est, tu es complètement sous les couleurs niçoises aujourd'hui. Mais bien sûr. Ouais. Malgré ces longs passages, alors on déterre la carrière, hein, mais il y a Lyon, il y a Arsenal, il y a Bastia, il y a Monaco, évidemment dans la carrière de Sébastien Schilacci, Ajaccio aussi, où tu as commencé, et Toulon, ton club. Après, c'est vrai, comme il a dit, que chaque fois, on pense que c'est un match piège pour Nice. Même à Bordeaux, on s'est dit, putain, Bordeaux. Montpellier. Ouais. Mais qu'à chaque fois, ils s'en sortent. Hein. Ouais. Oui, parce que c'était pas un tirage facile sur le papier, un peu défavorable par rapport à... C'est une des 4 affiches entre clubs de Ligue 1, il me semble. Et à la paillade, la Mosson, c'est jamais très facile d'aller y gagner. Donc, pour la 200e, je crois, sur le banc. La 200e de Der Zakarian. Sur le banc. Ouais. Il n'a pas passé une bonne soirée. Non, et en plus, il n'y avait pas de public, il y avait 6500 spectateurs, il n'avait pas d'attaquant. Pas mal de Niçois, quand même.
Ouais, une centaine seulement qui ils avaient été Autorisés, bridés. Ouais. Mais ouais, ils n'avaient pas d'attaquant Montpellier, donc c'était compliqué. Adams qui était blessé, Nordin blessé et Altamari qui était à la Coupe d'Asie, qui est en finale d'ailleurs. Donc ouais, ils ont joué avec des recrues du mercato hivernal, Caramo, Koulibaly qui n'était pas très bon. Donc il y avait sur le papier quelque chose à faire au coup d'envoi et pour une fois le gym l'a fait. Et après ils ont fait tourner assez vite. Hein. Derzakarian, à la mi-temps, il a sorti Savanier qui était soi-disant un peu touché, mais ouais, il n'était pas très en il pensait au match d'après quoi. Ouais, voilà. Mais Montpellier, ils ont quand même le même nombre de points que Lyon et ils jouent le maintien. Ils sont à la bagarre pour le maintien, effectivement, les Montpelliérains. C'est le match de ce week-end le plus important certainement pour eux. Celui qui a débloqué le compteur de cette rencontre d'un magnifique but, eh bien c'est Youssouf N'Daï Chimier. C'est notre focus de la semaine. Bien dit. Quelle patate du Burundais, Will, un but venu de nulle part. Incroyable. Il venait de faire une frappe 5 minutes plus tôt, un peu plus près, totalement écrasé. Et là, la deuxième, par contre, elle est partie d'une force. On est tous restés stupéfaits dans la tribune. Je me suis frotté encore une fois les yeux. Non, pas une conjonctivite, non, ça va. Peut-être finir avec des lunettes, mais non, c'était incroyable. Et puis, c'est bien, ça fait plaisir parce que ça amène aussi une arme supplémentaire à cet OGC Nice-là qui parfois a du mal dans le dernier geste, aux abords de la surface, de trouver le bon décalage, la bonne passe. Si Youssouf montrait l'exemple en prenant sa chance de loin, je pense à d'autres joueurs, Claude Maurice aussi, des fois, des situations de frappe qui prend pas, ou Thuram à d'autres moments. Et donc c'est bien qu'il y en ait un qui le fasse et qui montre aux copains que ça peut décanter une situation. Et derrière, c'est 3 buts en 10 minutes. Peut-être que s'il n'y a pas la grosse frappe de Youssouf, ils y sont pas, les 2 buts qui suivent derrière aussi. On va regarder les stats de Youssouf N'Daï Chimier depuis le début de cette saison sous les couleurs niçoises, avec 23 matchs joués, un but, donc c'est toute compétition confondue, hein, évidemment, un but inscrit. C'est son deuxième, parce qu'il avait marqué à Nantes également la saison dernière. 10 tirs, 4 cartons jaunes, 1 rouge, 54% de duels gagnés. Puisque tu appartiens aussi à la cellule de recrutement de l'OGC Nice sous la direction de Florent Ghisolfi, là c'est une vraie trouvaille, hein, Youssouf. Chaque match on le dit, mais il fallait aller le chercher, quoi. Ouais, c'est vrai que tout ce qu'il nous apporte aujourd'hui, on le voit encore, l'importance qu'il a. Et en plus, comme vous l'avez dit, il commence à nous marquer des buts, donc c'est une vraie satisfaction. Je pense que aussi bien sur l'aspect défensif, avec athlétiquement sa puissance et sa force et son impact dans les duels, et même dans la première relance, quand on arrive à le trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un pion très important et fondamental dans la réussite, dans notre réussite. Et il y a une scène cocasse, Léandra, Francesco Farioli qui avait dit après le match, moi je voulais pas qu'il tire à ce moment-là, il y a peut-être d'autres choses à mieux faire avant sa frappe. Oui, après il a dit, il m'a fait mentir, donc c'est parfait, mais du coup moi je me suis un peu renseignée parce que son but m'a étonnée. Et en fait, je suis allée voir en Turquie, il avait marqué 7 buts sur les 6 premiers mois avant de rejoindre le GC Nice. Donc finalement, il marque déjà un peu de buts et là peut-être qu'il a retrouvé une confiance. Il marquait des buts notamment sur les coups de pied arrêtés. Il est bon de la tête. Et je me souviens qu'à Monaco, il a touché la transversale sur un corner de Boga. Donc je me dis que dimanche. Ah, ouais, mais Boga n'est pas là. Ficelle. Il sera pas rentré. Sanson. Ouais. Mais contre Brest, par 2 fois, en tout cas dans les duels aériens, il était très proche de... il faut y aller au duel avec le garçon. Il sait tout faire, ce Youssouf, Philippe. Super. Ouais. Non, il sait tout faire, c'est vrai. Hein, c'est vraiment un super joueur. Après, William était effaré par la frappe de Youssouf. Ce que je peux comprendre, les jeunes, vous découvrez le football. Katalinski. Mais dans les années 70, Katalinski, il frappait comme ça 3-4 fois par match de 30-35 mètres. Et est-ce qu'il marquait à chaque fois? Non, mais il a mis 35 buts en 3 saisons pour un libéro. C'est juste... Mais toi, tu as marqué pas mal de buts dans ta carrière. Parce que souvent, Toto. j'étais content parce que souvent, je stigmatisais un peu que les Niçois, ils marquaient pas, ils frappaient pas. Ouais. Et là, franchement, c'est une super frappe et j'en suis ravi. Ouais, donc je te disais, beaucoup de buts dans ta carrière. Bon, de la tête, évidemment, bon, pour ton jeu de tête aussi, mais c'est important, mais c'est important pour un défenseur d'apporter ça aussi dans une équipe. Ouais, c'est vrai que c'est un plus pour une équipe, ouais, il a raison. Après, moi, mon meilleur pied, c'est la tête. C'est pour ça que j'ai jamais marqué de frappe de loin. Non, je vais pas te dire ça. Ouais, mais c'est vrai que sur coup de pied arrêté, on le voit maintenant, ça débloque des situations et de marquer, bien sûr, d'apporter ce plus-là quand on est défenseur, c'est toujours
toujours appréciable. Et bon, je pense que les équipes maintenant, dans le football moderne, c'est pour ça que les coups de pied arrêtés sont tant travaillés, parce que ça peut faire la différence et ça peut faire gagner des matchs tout simplement, ou les faire perdre. Et on en reparlera. Tu trouves pas que ça marque quand même moins de loin aujourd'hui qu'à une époque où les mecs avaient tenté plus peut-être, où ils avaient plus une frappe, où c'est les ballons, où c'est les gardiens maintenant qui font tous 2 mètres Non, après, vous avez raison, c'est vrai que beaucoup d'équipes sont dans un jeu de possession et on a envie d'arriver souvent dans la surface pour finir. Mais après, la frappe de loin reste une arme et on l'a vu encore, ça permet aussi à un moment donné de faire sortir des blocs et de trouver des solutions plus courtes. Donc oui, c'est une arme. Après, il faut avoir les joueurs qui sont capables, même je pense qu'on les a, même Sanson, je pense qu'il est capable aussi de marquer des buts de loin. Il a une bonne frappe, donc après, oui, c'est une arme. Maintenant, ça dépend le projet de jeu et beaucoup d'équipes sont dans un projet de jeu, comme j'ai dit, de possession, passe courte et de finir les actions dans la surface. Mais pour moi, on l'a vu et je pense que maintenant les équipes vont se méfier et peut-être sortir plus vite sur nos joueurs et ça peut nous ouvrir des espaces. Effectivement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Francesco Farioli en conférence de presse. On a demandé à Jean-Claire Todibo, le défenseur central international de l'OGC Nice, si Youssouf a été un petit peu chambré après son joli but. Écoutez la réponse du défenseur niçois devant la caméra de Franck Fernandez. Il me semble que c'est son 2e but avec le gym. Son premier, je crois que c'était contre Nantes, si je me rappelle bien, la Beaujoire. Et on se chambre plutôt pas mal à l'entraînement, lui et moi, parce qu'on tente d'envoyer des petites pralines vite fait. Et du coup, je suis vert que ce soit lui qui ait mis le premier. Je suis un peu dégoûté que ce soit lui qui ait mis le premier. Mais j'étais super content pour lui parce que c'est un bosseur, c'est un joueur avec un talent énorme qui... Pour moi, cette saison fait partie des meilleurs milieux de Ligue 1. Et aujourd'hui, il a été récompensé par ce but-là. Mais au-delà du but, le boulot qu'il fournit cette saison, il est juste énorme. Voilà, un boulot énorme pour Youssouf N'Doye. Tu parlais de la grinta aussi qu'il avait. Ouais, je trouve que c'est dans le micro. Je trouve que c'est quelqu'un qui amène le groupe dans le bon chemin, quoi. Grinta, il lâche rien. Dès qu'il y a un point chaud, il y est. Moi, j'aime bien ce genre de joueur. Et puis un bon joueur de vestiaire aussi, parce que voilà, comme le disait JC, ça chambre aussi pas mal. C'est jamais le dernier à déconner, quoi. Non, il a le sourire. Et puis il a ce parler aussi qui est marrant. C'est un personnage très frais. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son apport, son intelligence en fait de placement. Parce qu'autant quand il est au milieu de terrain, il sait aussi compenser, renforcer la charnière centrale quand il y a besoin. Et je repense notamment à ce match à Rennes où Nice n'avait pas existé dans l'engagement physique parce qu'il avait été vraiment reculé dans cette charnière et que son impact manquait cruellement au milieu de terrain. C'est ça, là. C'est vrai que son impact est très important. Alors, autre enseignement de cette rencontre entre Montpellier et Nice, c'est que Francesco Farioli a pu faire tourner aussi un petit peu, donner du temps de jeu à Alexis Claude Maurice, par exemple, qui restait sur des matchs, on va dire, pas très aboutis pour le moment. Celui-là a été très abouti de sa part. Et puis, il y a eu également les jeunes Tom Loucher, Aliou Baldé, Daouda Traoré et Doumbouya pour leur première en Ligue 1. Bref, ça a tourné et c'était plutôt bon pour ces joueurs-là. Ouais, notamment Claude Maurice où vraiment... Il avait déjà montré quelques bonnes choses déjà par le passé et même cette saison, mais c'était... bon contrôle, belle technique de balle soyeuse, ça il a toujours eu, mais derrière ça débouchait sur rien. Le mauvais choix dans la passe ou la touche de trop. Et là, à Montpellier, on a vu que voilà, il a un peu plus été meilleur dans la lucidité pour au final être décisif en plus. Ça aussi, la force d'un collectif, cette solidarité et Gaëtan Laborde qui lui offre le penalty pour justement lui donner confiance et qui concrétise un peu ce bon match. C'est vachement positif. Loucher qui arrête pas de surprendre, quoi. Ce gamin, il est formidable. Même là, il était dans les 3 de devant. Il a fait un boulot incroyable. Il est d'une lucidité, lui aussi, dans le contrôle de balle, de haut but et tout. C'est très bon. Et puis les jeunes entrants aussi. Voilà, c'est un beau message, je trouve, par rapport à ce mercato d'hiver où on a vu partir Buonani en prêt, on a vu Belayan vendu. Et bien là, on voit 2 jeunes prometteurs pour l'avenir qui ont un peu de temps de jeu. Donc finalement, peut-être que la formation, c'est pas fini à l'OGC Nice. Et c'est là que tu interviens maintenant, dorénavant, Sébastien, parce que c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, chargé de mission auprès de la direction sportive, avec en particulier voilà, ce rôle de superviser la post-formation et ces joueurs venus aussi en post-formation.
Oui, je suis manager de la post-formation, donc j'ai 2 scouts, un sur l'Afrique qui est Gianni Gulo, qui s'occupe de l'Afrique, et un autre qui est Mickey Marsiglia, qui s'occupe lui de la France et de l'Europe. Donc voilà, si on peut, pour compléter un peu nos effectifs, trouver des jeunes joueurs de 17-18 ans, on le fera, et c'est là où il y a un gros travail qui est mis en place et qui est effectué. Comme avec le jeune Victor Orakpo, hein, c'est ça qui est arrivé cet hiver. Oui, même si moi j'étais pas encore en place, donc c'est un jeune joueur qui est venu à l'essai. Et qui a fait de bonnes performances et qui a plu à Didier Digard. Donc on a eu la chance de le récupérer. Ça a été un combat parce qu'il y avait pas mal de clubs sur lui, mais il a aimé le projet et on a réussi à le convaincre. Donc c'est une bonne chose. Et bon, bien sûr que c'est des profils à développer. Il y a encore pas mal de boulot, mais en tout cas, le gym, je pense, a de bons jeunes joueurs, et on a vu le coach a fait rentrer ces jeunes joueurs-là, donc ça c'est important, et je pense que ça donne aussi un message qui est bon pour les jeunes joueurs de l'OGC Nice. Il a marqué pour son premier match avec la réserve. Il a égalisé dans les derniers instants. Et puis, ce que j'ai aimé dans son but, c'est pas seulement le geste, c'est que j'ai été allé dans le but, prendre le ballon pour vite faire le centre. Donc il y a un esprit de gagnant. De gagnant, ça j'aime bien. Un petit mot, Léandra, sur Aliou Baldé qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée encore, moi j'ai trouvé. Et comme souvent, j'ai envie de dire, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il sait se faire remarquer quand il rentre, Aliou Baldé. Oui, il mérite peut-être d'en avoir un peu plus, parce que je trouve qu'il apporte quelque chose dans la vitesse, la vivacité. Il n'a pas peur de donner, d'apporter sur ces quelques minutes de jeu à chaque fois. Donc après, il était un peu freiné par les blessures, je crois. Il y en a eu une blessure, ouais. Donc non, il mériterait. Après, maintenant, il y a Mohamed Ali Chou aussi un peu à ce poste, Boga qui va revenir de l'autre côté. Donc il y a pas mal d'options, mais... Il y a du monde devant maintenant. Tant mieux pour Francesco Farioli. Rien que quand Mofi et Boga vont revenir, déjà Mofi, je suis pas sûr que Guessant il va perdre sa place dans l'axe. C'est vrai que Guessant a encore été bon. Philippe. Juste pour revenir à ton préambule sur le sujet, tu as parlé de Laborde. Non, j'ai pas parlé de Laborde, mais qui devait tirer, qu'il a laissé. C'est moi qui en a parlé, mais c'est pas grave. Moi, je trouvais que c'était peut-être lui qui avait besoin de tirer le penalty. D'avoir la confiance. J'ai pensé la même chose que toi au moment du. Mais je crois pas que ce soit son exercice favori, le penalty. Non, mais il a raté 2. Contre Auxerre, il avait marqué contre Auxerre, le penalty décisif pour la qualif. Et à Bordeaux, il l'avait déjà fait donner à Sanson. C'était Guessant et Laborde qui devaient tirer, et finalement. Sanson l'a pris pour la confiance aussi, donc il est très généreux. Oui, généreux. C'est pas étonnant vis-à-vis de Laborde. Son état d'esprit. Non, pas du tout. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, ce sont ses prestations. Parce qu'encore à Montpellier, il a été en deçà, encore une fois. Mais je me dis qu'avec le retour de tous les attaquants, il va peut-être aller un peu sur le banc. Mais est-ce que ce serait pas lui le super sub de la fin de saison ? Bonne question. On verra, on ouvrira un débat à propos de Gaëtan Laborde, même si Francesco Farioli ne tarit pas d'éloges sur son implication au sein de cette équipe niçoise. Mais c'est vrai que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il a marqué un seul but, je crois, sur les 17 ou 18 derniers matchs. Gaëtan Laborde, ça fait effectivement pas beaucoup. Mais réjouissons-nous plutôt pour le moment de ce qui se tourne bien du côté de l'OGC Nice. Et en particulier, il y aura ce quart de finale donc au Parc des Princes avec une date un peu spéciale. On va tout vous expliquer là-dessus. Ça se jouera le 13 mars finalement au Parc des Princes et non pas le 27 ou le 28 février comme les autres équipes vont jouer ce quart de finale. La raison, elle est un peu nébuleuse, je suis désolé, mais moi j'ai pas tout compris. Mais en fait, la raison, elle est indépendante de la volonté de l'OGC Nice comme du Paris Saint-Germain. C'est une volonté en fait de la Fédération française de football, organisatrice de la compétition, qui avant même le tirage au sort avait déjà prévu que le match prime de ces quarts de finale serait diffusé le 13 mars pour une bonne raison, c'est le diffuseur qui retransmettra la Ligue des Nations féminines. En fait, aux dates de la Coupe de France. Donc, l'OGC Nice m'a confirmé qu'ils étaient au courant que s'ils affrontaient le PSG en quart de finale, ils ne joueraient pas le fin février, mais le 13 mars. Que ce soit à domicile ou à extérieur. Domicile, extérieur, et on peut même dire que si ça avait été puis PSG, puis PSG serait joué le 13 mars. Parce qu'en fait, c'était la date du match prime de ces quarts de finale. D'accord. Donc voilà, un petit peu plus clair. C'est le diffuseur, c'est une raison de diffusion. C'est un petit peu plus clair sur la date de ce PSG Nice. Toto, gros tirage quand même, malgré tout.
Gros tirage, mais bon, moi, je reste confiant. On a montré, comme je l'ai dit, on montre de belles choses en championnat. Après, on sait que bon, le PSG est un ogre, mais avec des individualités impressionnantes. Mais nous aussi, de notre côté, je pense qu'on a un collectif qui est très fort et des individualités aussi. Donc, pour moi, ça reste un match ouvert. Et je pense que le PSG n'est pas content de prendre aujourd'hui aussi l'OGC Nice. Ils auraient peut-être préféré un autre tirage, j'en suis sûr même. Donc, Le Puy, par exemple. je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, je reste confiant. En plus, c'est des beaux matchs à jouer quand on est joueur. Je me mets à la place des joueurs au parc. Donc, si on arrive à faire un résultat là-bas, ça sera encore... on marquera un grand coup et je pense que ça sera une bonne chose. Et n'oublions pas, Philippe, j'en perds mon stylo, il y a 2 ans, pour arriver jusqu'en finale de la Coupe de France, l'OGC Nice était allé se qualifier au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain avec déjà un grand Martin Boulka à l'époque. Tu sais très bien que j'ai pas de mémoire immédiate. Il y a 2 ans. Non, mais il y a 2 ans. Si tu me parles de... Est-ce que tu te 70, souviens qu'en Je sais pas, j'avais 74... envie de rappeler un bon souvenir, parce que c'était un bon souvenir. 0-0. Séance de tir au but. Séance de tir au but où Boulka qui arrête le pénalty. Boulka et un grand Chalimar. Audibo sur Mbappé. Ouais. Ça, je me souviens. Voilà. Dante face à Messi. Donc ça reste un bon souvenir, plutôt. Oui, évidemment, tu gagnes au Parc. Et puis rien que cette saison... J'adore voir aussi Nice cette gagner au saison. Parc. Ouais. Et à Monaco. Évidemment. On va écouter Jean-Pierre Todibo sur la réaction, sa réaction à ce tirage face au Paris Saint-Germain. Ce tirage, il est génial. C'est bien que ça tombe maintenant. Qu'on prenne le PSG en quart de finale. Bon, j'aurais préféré les jouer à l'Alliance. Mais bon, un petit déplacement au parc, c'est cool pour nous. Parce que quoi qu'il arrive, faut tomber sur eux. Et vaut mieux tomber sur eux maintenant qu'en finale. Voilà, tomber sur eux avant la finale, comme ça au moins ils sont plus dans la compétition et puis peut-être que si l'OGC Nice se qualifie, ils deviendront les favoris de cette Coupe de France. Moi je trouve qu'en plus c'est le genre de match où en fait t'as rien à perdre. Tu te fais éliminer en quart de finale contre le PSG, personne ne te le reprochera, alors que si t'étais sorti à Montpellier ou à Bordeaux, ça aurait été un couac, comme Monaco qui est sorti à Rouen. Donc finalement c'est les matchs où t'as tout à gagner. Tu passes, t'es en demi et t'élimines le gros favori, tu passes pas, t'as fait un beau parcours et tu sors. Oui, mais ça dépend de la façon dont tu ne passes pas. Oui, il faut pas en prendre 6. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, vu cette équipe-là, voilà. Victoire au penalty, Boulka qui les arrête tous. Bon, et puis on en reparlera évidemment de cette rencontre programmée donc le mercredi 13 mars, quart de finale de à midi. Coupe de France à 21h10, très précisément, mon cher Philippe. J'espère que tu seras devant ton écran. Et puis c'est une affiche qui nous permettra de revoir Vincent Menichini. Ah ben oui, parce que tu vas monter à Paris voir Vincent, voilà. Effectivement, qu'on embrasse. Le Parisien. On passe aux Algym. Allez, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice, capté par les caméras d'OGC Nice TV. C'est parti. Allez, il y a des jeunes. Papa, il regarde à la maison. Non, pas maintenant. Il a été l'un des grands acteurs du titre 2 des 2, remporté il y a tout juste 30 ans et derrière, il a aidé le club à se maintenir en première division. Allez mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Yazid Sanjak. L'histoire, elle est restée toujours dans mon cœur parce que les 3 années que j'ai faites ici, elles ont été exceptionnelles. Il a passé le cap symbolique des 100 matchs avec le maillot de l'OGC Nice. Il réalise une saison exceptionnelle. Melvin Barr, mesdames, messieurs, fête son 100e match avec le maillot du gym. Et on lui remet le symbolique chiffre 100, un magnifique bouquet avec le président River, Virginie Rossetti et un maillot floqué du sang. C'est qui le meilleur? Moi. C'est toi? Bah oui, j'ai fait 3 ans de foot. Déjà? Le premier qui marque? Va marquer! Oh, bien joué gardien! C'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant. Ça, on l'a baptisé, on l'a nommé les Villas en rouge et noir. Et donc c'est un partenariat avec les foyers de l'enfance. Et voilà, qui ont intégré la famille Rouge et Noir à part entière. On les reçoit aujourd'hui, c'est une première où ils ont demandé, ils ont exprimé le besoin de s'entraîner. Vous avez Antoine et Tom qui se régalent autant que les gamins. Donc ça aussi, ça fait très plaisir et c'est toujours une fierté pour nous.
Et donc régulièrement, nous allons dans les foyers, dans les villas. Et régulièrement, ils viennent nous voir aussi. Et ils assistent bien sûr à tous nos matchs en tribune citoyenne au stade. Et c'est un super moment pour les enfants. Ça fait plusieurs années que on collabore avec l'OGC Nice. On a fait beaucoup d'actions. Et ça fait longtemps que les enfants réclamaient de pouvoir vraiment jouer au foot avec les joueurs. C'est la bonne occasion pour jouer avec des joueurs de foot. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. C'est... Ouais, je pense que c'est de la chance. Hein. Tout le monde défend, tout le monde attaque. On perd pas. On perd pas. Tous les postes. Tous les postes, hein. On court de partout. Là, vous donnez à fond. Allez, avant. Allez, ouais, attention. Oui. Bravo. Oui. C'est ça, on continue. En les voyant heureux, nous forcément, on peut que être content. C'est énorme, enfin c'est un rêve un peu. Et voilà donc pour ce Zap Gym. Et vous avez pu voir à l'intérieur de ce Zap Gym Virginie Rossetti, la directrice de la communication de l'OGC Nice. Ça sera notre prochaine invitée. Elle fête ses 20 ans au sein du club de l'OGC Nice. On en parlera avec elle la semaine prochaine. Eh bien, c'est le moment de parler avec toi un petit peu, Sébastien, de son nouveau rôle ici à l'OGC Nice. C'est le tac au tac. On va pas tout louper. Il a une forme. Sébastien, déjà, comment tu es arrivé ici à l'OGC Nice avec Florent Ghisolfi, c'est ça? Ouais, c'est Flo qui m'a appelé, qui m'a proposé le projet de rejoindre la cellule de recrutement de l'OGC Nice. Donc voilà, j'ai répondu, j'ai fait un entretien avec lui et ça avec Fabrice Bocquet aussi qui s'est bien passé. Et voilà, c'était une aventure qui me plaisait parce que ça me permettait de revenir déjà dans le foot et qui est ma passion. Et aussi humainement, j'ai senti que voilà, ça s'était bien passé, que ça allait être une belle aventure. Donc c'est pour ça que j'ai signé au gym. Ouais, parce qu'avant cela, tu avais arrêté ta carrière en 2017 à Bastia, et puis tu avais travaillé un petit peu avec les équipes de jeunes de l'AS Monaco, hein, c'est ça? Oui, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Il me manque maintenant plus que soit le formateur, soit le pro. J'étais coach adjoint chez les jeunes et en National 2 aussi à Monaco pendant 3 ans. Et après, voilà, bon, ça a été un peu compliqué. Je ne m'y retrouvais plus et donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris une année sabbatique et après, voilà, il m'a été proposé ce projet-là. Passer de Monaco à Nice, comme ça, on va parler tout à l'heure de la rivalité entre les deux équipes, ça n'a été pour toi, t'as pas eu de problème par rapport à ça? Non, honnêtement, voilà. En plus, vu comme j'ai été reçu au club, voilà, je connaissais déjà pas mal de gens avec que j'avais pu rencontrer soit sur le terrain ou en dehors, et voilà, ça s'est de suite bien passé. Et, voilà, maintenant, je me sens intégré, je me sens bien dans le club et voilà. Après, ce qui n'empêche pas, mais pour Monaco ou les clubs dans lesquels je suis passé, l'affection que j'ai pour ces clubs-là, je continue à suivre. Mais maintenant, voilà, je me sens niçois. Maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à Nice, donc je me sens parfaitement intégré dans le club et à fond pour le gym. Il valait mieux qu'ils viennent de Monaco que de Bastia, hein, déjà. Ouais, il a arrêté sa carrière de joueur à Bastia. Hein. Ouais. Ghisolfi, c'était un ancien coéquipier, non? Non, moi j'ai jamais joué. Non, j'ai jamais joué avec lui. C'est Kubi qui avait joué avec lui. Oui, c'est Kubi qui a joué avec lui. Et ton rôle, c'est parce qu'au départ, quand tu étais recruteur, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais un recruteur dans la cellule de recrutement et aujourd'hui, je suis chargé de mission auprès de la direction sportive, auprès de Flo. Donc, comme on l'a dit avant, je m'occupe du lien entre le centre de formation et Flo parce que voilà, Flo a tellement de travail qu'il peut pas être sur tous les terrains, je dirais. Et aujourd'hui, en plus, l'importance pour nous et pour le club de la formation. Donc, je m'occupe de ça. Après, bon, la post-fo aussi, comme je l'ai expliqué avant. Et voilà. Donc, et je continue quand même mon travail de scout aussi en parallèle, avec peut-être un peu moins de secteurs, un peu moins de zones, mais je continue aussi le scout. Est-ce que tu sens que Nice rattrape un peu son retard sur Monaco par rapport à la formation? Parce qu'on sait que le modèle fonctionne bien de l'autre côté.
Ouais, après moi je viens d'arriver, donc c'est difficile pour moi aujourd'hui de. Après on est sur des schémas différents. C'est vrai que Monaco en met beaucoup d'argent sur la formation. Ils ont un autre modèle économique sur les jeunes. On le voit, ils n'hésitent pas à acheter beaucoup de jeunes joueurs, à mettre de l'argent dans la formation. Nous c'est autre chose à Nice. Donc ça se passe plus la post-formation, tu dirais aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas à ce niveau-là. Nous je pense qu'on va développer aussi, essayer d'avoir les meilleurs joueurs de de la région, les développer. C'est un autre format. On en a aussi la chance d'avoir une préfo, ce qu'a pas Monaco. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir avoir de plus jeunes les joueurs et aussi qui s'identifient aussi au projet niçois et d'avoir des jeunes de la région. Je pense que c'est important et on le voit aujourd'hui. Quand on a des jeunes joueurs niçois qui arrivent en équipe première, c'est toujours une fierté déjà pour la formation et aussi pour les supporters, pour le club, c'est quelque chose qui est important et en fait c'est le Graal ça dans la formation d'avoir un jeune qui est, je pense, niçois formé au club et qui arrive à jouer en pro. Tu viens de l'extérieur, entre guillemets, on dit souvent le gym c'est comme une famille. Tu as ressenti ça dès ton arrivée aussi ? Oui. Après, bien sûr, j'ai senti ça. Voilà, j'ai été de suite très bien accueilli et avec le sourire, j'ai senti une bonne énergie et ça chambre toujours un peu, et ce qui est normal. Mais bon. D'autant plus cette semaine peut-être. Ouais. Mais bon, non, tout le monde est très positif. A été, comme je l'ai dit, m'a accueilli les bras ouverts et je me sens bien au quotidien. Voilà, quand je suis au bureau. Je pense que c'est important et voilà, ça montre qu'il y a une bonne énergie au club et en plus on a la chance d'avoir des super résultats, donc ça aide aussi forcément. Des anciens coéquipiers, on sait que tu es très très proche de Gaël Givet par exemple, il a compris ce choix d'aller comme ça à l'OGC Nice aussi, lui qui est très attaché quand même aux couleurs monégasques quand même. Oui, bien sûr, il y a pas à un moment donné. Après, bon, il y a la carrière de footballeur professionnel. Après, il y a la carrière d'après. Je veux dire, je suis pas le premier, le dernier joueur il y en a eu avant moi, il y en aura d'autres après moi. Donc non, après. On disait Kubi tout à l'heure, par exemple. Ouais, Kubi aussi, ouais, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, ça n'empêche pas d'avoir de l'affection pour les clubs dans lesquels j'ai joué. Maintenant, c'est un autre métier qui commence pour moi et dans lequel je me sens bien, dans un autre club et aussi pour lequel je suis attaché et le jour où j'ai à partir du gym, je continuerai à suivre ces résultats parce que voilà, c'est un environnement, des gens que tu côtoies au quotidien et moi, je crois beaucoup en l'humain, j'aime l'humain, donc je suis attaché à ça et c'est pour ça que, comme j'ai dit, il y aura une affection particulière. Et on a été tous très émus ici par le décès de Jean Petit et toi aussi, j'imagine, parce qu'il a été ton entraîneur sous Didier Deschamps, entraîneur adjoint, et c'était un homme que l'on aimait tous. Ouais, c'est vrai que très touché, vraiment une bonne personne et on le dit on dit que le football, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de valeur, mais lui en avait beaucoup de valeur et vraiment bienveillant au quotidien en tant que déjà humainement c'était top, en plus qu'il connaissait le football et très attaché au club de l'Est Monaco, bien sûr on embrasse fort sa famille, on pense à eux. Est-ce que tu as un rapport avec Farioli et est-ce que quand vous ciblez des jeunes, vous les ciblez selon les méthodes, selon la vision du football de Farioli ou pas vraiment? Non, moi je suis pas directement avec le coach, donc moi c'est avec Flo Ghisolfi. Après, même si on a rencontré le coach sur des réunions de recrutement et voilà, nous a expliqué aussi son projet de jeu. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, non, après chez les jeunes, justement les jeunes on se projette pas sur un projet de jeu. Ouais. Je pense que c'est important la formation justement de voir, surtout dans les catégories, surtout en préfo et sur les 17, les 19, de voir tous les systèmes de jeu, de les ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un projet de jeu qui est celui-là, mais demain il peut changer. Donc, et même pour eux en tant que joueurs, pour leur formation, il faut qu'ils voient plusieurs systèmes, en sachant que bien sûr après sur la fin de la formation, privilégier le système qui est mis en place par le coach qui est en place. Et voilà, comme en plus on a un projet de jeu quand même bien défini et qui est pour moi très intéressant, et donc c'est important aussi d'appuyer sur ça. Très intéressant et pas ennuyeux.
Pour moi, non. Alors peut-être je suis, voilà, quand je vois déjà sur l'aspect défensif, voilà, je nous trouve très très solide. On le voit. De toute façon, les chiffres le parlent. On prend très peu de buts. Après, je pense qu'on souligne pas assez nos sorties de balles par moment, les occasions qu'on a. Encore à Montpellier ou même à Brest, on fait 2-3 sorties de balles qui sont magnifiques. Malheureusement, il manque à la fin pour retenir l'action le but. Et voilà, peut-être dans le dernier geste, c'est ce qui par moment nous a manqué ce but-là. Mais en tout cas, voilà, quand on sait le travail qui est fait au quotidien par le coach, par les joueurs, on sait que tout est précis, tous nos déplacements, le jeu de positionnement des joueurs. Moi, je me dis voilà, après il faut un peu de temps. On le voit, pour moi, c'est de mieux en mieux. Et je pense qu'une fois que, même si on arrive sur la fin de saison, mais je veux dire, on voit que ça porte ses fruits au quotidien maintenant. Après, on n'est jamais content, on veut toujours plus. Voilà, si on prenait beaucoup de buts, peut-être on nous dirait on prend trop de buts, mais bon, en tout cas, moi, je vois de belles choses quand même. Et le voilà. classement parle de lui-même. Je m'aperçois depuis tout à l'heure que je t'appelle successivement Toto ou Sébastien, mais il y a peut-être nos jeunes téléspectateurs, ils ne savent pas pourquoi on t'appelle Toto. Justement, tu peux nous raconter l'histoire de comment on t'a surnommé Toto ? Ouais, il y avait un joueur qui s'appelait Skilacci à la Coupe du Monde 90, qui a été meilleur buteur, je crois, de la Coupe du Monde, donc, avec l'Italie, et donc qui était surnommé Toto Skilacci. Donc, et moi, je commençais le Salvatore. foot. Salvatore, c'est ça. Et moi, je commençais le foot un peu et on m'a donné ce surnom-là. On l'a donné d'abord à mon frère et après à moi, donc et ça m'a suivi tout au long. Est-ce que tu marquais beaucoup de buts aussi? Non. Quelques-uns pour un défenseur, mais pas autant que lui. Ouais, c'est vrai que maintenant, quasiment tout le monde t'appelle Toto, quoi. Ouais, sauf ma famille. Ce qui est normal. Il y a donc eu dans cette carrière des clubs comme Monaco, Ajaccio, Lyon, Séville, Arsenal et Bastia. On va parler de ta carrière à Arsenal quand même, parce que c'est pas rien de jouer dans ce grand club. Qu'est-ce que tu en as gardé ? Bon, déjà, comme tu l'as dit justement, c'est un très gros club, c'est l'Angleterre, pour moi, ce qui est le meilleur championnat actuellement, mais même quand j'y étais. Voilà, beaucoup d'émotions, des stades pleins, le football anglais, beaucoup d'intensité. Après, voilà, j'ai beaucoup joué au départ, après moins sportivement, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, ça fait partie d'une carrière et j'en garde quand même des bons souvenirs aussi. On a la chance dans ce métier-là de connaître plusieurs pays, pas tous les joueurs, mais quand on peut, de voyager. Et moi, de connaître une ville comme Londres aussi au niveau culturel, c'est magnifique. Je me débrouille en anglais. J'étais un peu en Espagne, donc je parle aussi un peu espagnol. Donc voilà, je pense que c'est une chance et je garde que du positif, même si sportivement, j'ai eu des moments un peu compliqués. Ça m'a fait tilt quand tu as retracé son parcours, parce que Lyon, ça m'a rappelé une anecdote où tu avais eu un problème avec Ben Arfa, non ? Ouais, avec Athènes. Mais c'est quelqu'un que... Non, mais comme il est passé par chez nous, tout ça, c'est pour ça que... Ouais. Je me souviens, une fois, j'avais eu dans l'équipe une parole d'ex, une interview, et un gars qui racontait, je sais plus qui racontait que oui, vous étiez un peu chopé après un entraînement, je crois. Ouais. Après, voilà, quelqu'un à thème que j'apprécie beaucoup. On a eu un petit accrochage. Après, ça arrive dans un vestiaire. Bien sûr. Et maintenant, j'ai rejoué après contre lui. Et maintenant, je l'ai croisé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Paris. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Et voilà, ça fait partie de la vie du vestiaire. Mais bon, je ne tiens pas rigueur lui non plus. Et tout est bien qui finit bien. Comme on dit. Tu étais sanguin un peu? Après, un petit peu, oui. Après, j'étais pas... Avec le clin d'œil. C'était pour voir si je disais. Non, sanguin, après, dans le jeu, mais je pense que j'étais dans le jeu. Après, oui, j'étais dur sur l'homme, mais je pense que j'ai pas pris énormément de cartons dans ma carrière. J'étais pas méchant dans le pas le mauvais sens, mais je veux dire, j'étais pas... agressif. Mais après, oui, j'étais... Après, il faut connaître ses qualités aussi. Moi, ma qualité, c'était d'être proche de mon attaquant, dur sur l'homme, et voilà, parce que j'avais pas des qualités. Peut-être j'allais pas hyper vite aussi. Donc voilà, mais bon, toujours dans les règles de l'art. Bon, Toto, on est obligé de te remontrer ces images-là parce que tu dis attaquant dur sur défenseur dur sur l'attaquant. Peut-être qu'il y en a un que tu avais oublié à l'époque, c'est Victor Agali lors du fameux 4-3 de ce Monaco Nice, parce que tu étais dans l'équipe, évidemment, de Monaco. Raconte-nous un petit peu cette soirée incroyable vécue et par les Monégasques et par les Niçois au final, parce que ça a été un vrai traumatisme aussi pour vous. Ouais. Bon, déjà, je commençais à bien me sentir là, mais je crois que... On a tout fait pour te mettre à l'aise exprès pour arriver à ça.
Non, ouais, c'est vrai que ce match, il était. Je pense qu'on fait une demi-heure, une super demi-heure. Comme quoi, le foot, franchement, on fait un. Monaco met 3-0. Ouais, 3-0 au bout d'une demi-heure. On joue un super football. Et après, voilà, déconcentration. Nice aussi monte son niveau de jeu et nous, on s'endort un peu. Pourtant, on s'était fait bouger à la mi-temps par le coach et attention, mais à la sortie, ça n'a pas suffi. Didier qui nous prévient. Attention. Et à la sortie, mais bon, c'est vrai que ce match m'a servi par la suite parce que justement, à un moment donné, quand j'étais jeune joueur, ça faisait 2 ans que je jouais en Ligue 1 et je me suis dit, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, finito là, la baisse de concentration. Et en plus, il y avait l'engouement, il y avait beaucoup de Niçois dans le stade. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Là, tu prends un but, 2 buts, tu commences à douter, la perte de confiance. Et bon, eux, comme j'ai dit... on était dans l'irrationnel ce soir-là. Ah oui, incroyable. Gali, je sais pas s'il a mis beaucoup plus de buts que ça derrière. Un petit peu plus dans la saison. Ouais, pas énormément. Il est resté surtout connu pour ça. Ah ben oui, son triplé, voilà. Bon, c'est bien que ce match, en tous les cas, t'ait servi dans ta carrière. Après, on apprend même dans les défaites. Voilà. Exactement. Et on dit que Monaco, c'est un peu un club où il est facile de s'endormir. Toi, quel est ton regard par rapport à ça ? Facile de s'endormir. Après, bon, ça reste un grand club français quand même, et je pense que quand on est joueur, la motivation, elle vient de l'intérieur. Alors oui, parfois le stade n'est pas plein, mais bon, je veux dire, à ce niveau-là, je pense qu'on n'a plus besoin d'avoir. C'est toujours préférable de jouer dans un stade plein quand on est joueur. C'est pas ce que je veux dire, mais la motivation, je veux dire, quand on joue en Ligue 1, quand on joue des matchs de Coupe d'Europe, pour moi, elle vient de là, et donc s'endormir, c'est facile. C'est facile pour moi de trouver ça comme excuse. Même si, voilà, on le sait, le stade n'est pas toujours plein, mais bon, il y a quand même... Non, puis il y a tout un contexte par rapport à Marseille, où il y a moins de pression, moins de médias, moins de pression. Il y a moins de pression populaire. Pression populaire et moins de pression médiatique, ouais. Après, il y a quand même de l'attente. Je pense que c'est un club quand même qui est, voilà, qui doit réussir, qui doit réussir, qui doit faire partie des, je dirais, du top 3, top 4 de Ligue 1 pour moi. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a moins de médiatiquement, mais bon, il y a quand même de l'attente. Et puis Monaco, ça, pour beaucoup, ça a toujours été le beau jeu. Donc, dès que ça jouait un peu mal ou dès que c'était un peu plus laborieux, c'est difficile parce que Monaco, c'était toujours l'année de la un finale, beau maillot, un beau jeu. L'année de la finale Ligue des Champions, le jeu pratiqué est fantastique. Ouais, c'est vrai qu'on a joué des super matchs et d'ailleurs il y avait du monde au stade là, sur cette année-là, on donnait du plaisir aux gens. Contre le Real Madrid, contre la Corogne, tout ça ce sont des bons souvenirs, ça. Ouais, bons souvenirs ça. Finalement, je peux te parler de bons souvenirs quand même. Ça va, t'es sympa. Et juste un truc, si Ludovic Giuly se blesse pas en finale contre Porto, vous la remportez cette Ligue des Champions. Ouais, je pense que c'est notre match, mais bon, après on le saura jamais. On le saura jamais. Effectivement. Allez, on va passer justement à la préparation de ce derby entre Nice et Monaco. Les Aiglons l'avaient emporté 1-0 au match aller sur un but de Boca en fin de match. On se souvient des 2 pénaltys arrêtés par Marcin Bulka face à Balogun. On va voir le classement de cette Ligue 1 et on va voir qu'en cas de victoire, eh bien, si l'OGC Nice bat l'AS Monaco, l'OGC Nice mettra Monaco à 7 points. Je vais donner la parole à Léandra qui connaît bien cette équipe de l'AS Monaco. Après l'élimination face à Rouen mercredi soir en Coupe de France, au tir au but là aussi, est-ce que c'est le match à ne pas perdre pour à 18h s'il veut rester à sa place? C'est un match hyper important. Hier à Rouen, il y avait toute la délégation monégasque, il y avait le propriétaire Dmitry Ribolovlev, et ça c'est vraiment pas anodin. Et à un moment où le club est soi-disant à vendre. À un moment où le club est soi-disant à vendre, où il y a des petits doutes, même des gros doutes, voire qui commencent à monter par rapport à la capacité d'Adi Hutter à atteindre les objectifs que Monaco s'est fixés cette saison, à savoir se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Donc tu perds le derby, là ça va commencer à être vraiment très très chaud. Ces coups de mou, tu en as connu toi aussi avec cette équipe de l'AS Monaco dans une saison. C'est dur de rester toujours à niveau voilà, comme on le disait tout à l'heure, quand le stade en hiver il n'est pas toujours plein, d'avoir une exigence de performance dans ce club-là aussi à un moment donné. Ouais, après il faut les joueurs, comme je l'ai dit, trouver d'autres armes de motivation, mais aussi au coach et au staff aussi de trouver les leviers pour maintenant. Après, je veux dire, quand on est un joueur de haut niveau, voilà, à un moment donné, on n'est pas toujours dans le confort et il faut répondre présent, quoi. Je veux dire, ça fait partie du job. Ouais, parce que sur le papier, évidemment, que cette équipe de l'AS Monaco a les moyens largement de figurer dans le top 4 de la Ligue 1 cette saison. Tu en penses quoi de ce derby
derby, mon cher Avant de parler du derby, je voudrais juste signaler. Vous avez dit Monaco est soi-disant à vendre. Ouais. Mais pourquoi soi-disant? Parce qu'il étudie le marché pour l'instant. Oui. Voilà. Non, mais il étudie le marché parce qu'il veut vendre le club. Oui, mais bon, tant qu'il n'y a pas de promesse de vente... Oui, d'accord. Voilà. S'il ne trouve pas d'acheteurs, il ne vendra pas. Mais il étudie le marché. Il veut savoir combien coûte son club aujourd'hui. C'est ça, la finalité. Combien il pourrait lui rapporter. Tu vois, il n'y a pas non plus une annonce dans le bon coin. Oui, mais il est vendeur. D'accord. Il est vendeur à un bon prix. Voilà, c'est comme toi pour ta Clio. Mais avec l'argent qu'il a mis, la différence avec Ineos, par exemple. Ineos se pose peut-être des questions, mais n'est pas tout de suite vendeur. Que là, Monaco, il est vendeur. On va dire qu'il a ouvert une porte. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Et c'est pas anodin aussi s'il a mis 30 millions plus 10 de bonus sur Balogun cet été. C'est quand même un signe aussi qu'il reste attaché au club. Ribot pense à vendre et Radcliffe pense à Manchester. C'est ça, c'est bien résumé. C'est ton titre de dimanche matin? Non. On va écouter justement Francesco Farioli, le coach de l'OGC Nice, et bien sûr la préparation de ce match, l'état d'esprit avant d'affronter une équipe de l'AS Monaco un peu plus dans la difficulté. Non, anzi, credo che ci debba far stare ancora più. Non, au contraire, ça doit nous rendre encore plus attentifs. Une équipe comme l'AS Monaco qui est blessée est une équipe qui aura à cœur de se relancer contre nous. Je lisais ce matin dans la presse les déclarations du coach et de Thilo Kehrer qui après l'élimination était déjà concentré sur le match de Nice avec un esprit revanchard et à cœur de se racheter. Donc ce match aura la valeur d'une finale, il peut les relancer dans ce championnat et quand on a une équipe comme ça en face de nous qui joue sa vie, on devra nous aussi jouer notre vie. Si on est 1% en deçà en termes de compétitivité, le match deviendra compliqué. Donc on doit savoir tenir bon, comme on l'a fait à Brest, au niveau physique, au niveau mental, et bien sûr faire les bons ajustements tactiques pour ce match. Mais en tout cas, en face de nous, on trouvera un adversaire qui va tout donner sur le terrain pour obtenir un résultat. Je suis voilà, ça chahute en plateau, évidemment, Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se calmer, hein. Retour plateau, tu vois, on y va. Demande si je suivais quand... non, tu suivais pas les Non, moi je suivais quand c'était... Wenger ou Tigana, les coachs. À l'époque, c'était qui à Nice Matin qui suivait l'AS Monaco à l'époque? Rudy Koskas. Il y a eu Rudy, il y a eu Jean-François Malatesta. Il y a eu Jeff, c'est vrai. JB l'a battu. Jean-Bernard. Marco Canone. Et Marco Canone, évidemment. L'inoubliable Marco. On pense évidemment énormément. On parlait de Tom Louchet, tiens, tout à l'heure, c'est notre pour-contre de cette semaine. Tom Louchet doit-il être titulaire face à Monaco après sa très belle prestation face à Montpellier, qui en avait suivi d'autres évidemment quand il était entré en jeu? Leandra, c'est à toi. Pour moi, il doit être titulaire parce qu'il a toutes les raisons de l'être. Il est fiable techniquement, il est très intelligent tactiquement. On a vu aussi qu'il tenait la route physiquement parce qu'à chaque fois en coupe, il a joué 90 minutes et il baisse pas de pied. C'est un jeune aussi qui ne doute pas, il n'a pas un caractère nerveux, il risque pas de passer à côté de l'événement, c'est ce qu'il nous avait un peu confié la semaine dernière. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il est appelé par Farioli, il répond présent, sans jamais décevoir, contrairement à d'autres. Et pour moi, il a toutes les raisons d'être titulaire, peut-être à la place d'un Laborde, par exemple, qui est un peu moins bien. On a vu que ailier gauche, il était capable de tenir son rang avec beaucoup de responsabilités. Au milieu de terrain, peut-être à la place de Thuram aussi. Au milieu de terrain, peut-être à la place. Il peut aussi jouer derrière. Enfin, vraiment, il a une polyvalence aussi qui est une force pour Francesco Farioli, qui en a fait un petit peu son chouchou. Et c'est totalement mérité. Donc pour moi, le voir aussi dans un gros match, c'est une façon de prouver un peu qu'il est capable de tenir un rang. Et puis, parfois, on parlait de Monaco un petit peu. Si Ben Seguir, il marque un doublé et après, on le laisse totalement de côté, on ne l'aurait pas vu exploser l'année dernière comme il l'a fait. Donc je pense que c'est le moment aussi de voir Tom Louchet exploser. Bravo, coach. Oui. J'allais dire que je suis d'accord avec tous les arguments de Leandra. Le seul que je vais avoir, c'est que c'est un gamin de 20 ans qui émerge à peine dans le milieu pro. Faut pas le griller non plus. Faut le protéger. Un derby, c'est un gros match où il y a beaucoup plus d'attente et de pression, surtout à domicile, qu'un match de Coupe de France. Alors je suis 100% d'accord, il a toujours été très bon. Le gamin, il a un culot. Mais que ce soit au milieu,
Tu peux pas déclasser Kefren Turam comme ça, même si bon, il risque d'être amoindri, mais il y a des Claude Maurice aussi, c'est des joueurs plus aguerris. Oui, t'es pas fan de Claude Maurice, mais le Claude Maurice que je vois moi, en ce moment, il me plaît. Et non, ce gamin, moi, la place que je lui donne aujourd'hui, c'est vraiment super sub. Il manque quelqu'un au milieu, il est capable de jouer, et qu'il manque quelqu'un devant, il est capable de jouer. Donc doucement mais sûrement lui donner du temps de jeu, oui. Le titulariser sur un derby, peut-être pas. Je vais pas te demander s'il faut le titulariser ou non, parce que tu n'es pas le coach de cette équipe de l'OGC Nice, Sébastien, mais c'est un joueur que tout coach rêve d'avoir dans une équipe, Tom Louchet. Ouais, c'est vrai qu'il est tellement polyvalent que c'est sûr qu'il rend tellement de services, donc, et on voit qu'il répond présent à chaque fois, avec un super état d'esprit et des qualités aussi de footballeur. Donc c'est un jeune joueur avec un bon potentiel et qu'on est content d'avoir au gym. Beaucoup d'avenir. Allez, Philippe, la synthèse de tout ça. Qui t'a convaincu ? Personne. D'accord, c'est bien. Bravo les gars. Personne. On a bien travaillé. C'était un débat qui l'intéresse pas. Non, moi je donne match nul. Match nul. Ouais, je laisse le coach, il connaît mieux le foot que nous. C'est vrai. Voilà, donc. C'est pas nouveau. Non, c'est bien qu'il émerge comme ça. Après, l'année dernière, c'était Bonani qui émergeait un peu comme ça. Par rapport à Thuram, par exemple, bon, je trouve que non. Thuram qui a des petits soucis encore, oui, on en parlera dans la compo tout à l'heure. Mais... Il est encore un peu affaibli, amoindri. Depuis le début de saison, non? Arrête avec Kefren. Tu es dur avec Kefren. Mais là, on a dit qu'il a 20 ans. Ben Seguir et Akliouche, ils ont quel âge? Ben Seguir, quand il explose, il a 17. Et Akliouche? Akliouche, il est 18 ou 19. C'est quand même d'autres qualités dans la percussion. Ces deux profils-là. C'est pas le même type de joueur. Non, c'est des feux follets, très percutants. Loucher, c'est beaucoup plus dans l'intelligence de jeu, de placement, dans les efforts collectifs. C'est pas pareil. Mais oui, il a eu un parcours un peu moins fulgurant. Hein. Il a mis un peu plus de temps à arriver à ce niveau-là. C'est sûr qu'on l'attendait pas cette année. Si cette année, on demandait quel jeune pouvait émerger... Oui, toi, t'aurais dit Belayan, Bonani... surtout Bonani. Ouais. Mais alors, Loucher, magnifique surprise. Bon, on verra tout à l'heure dans vos compos. Et évidemment, dimanche, si Tom Louchet a une chance de jouer cette rencontre en tant que titulaire. Pour lancer cette fin de saison, l'OGC Nice a fait un petit clip à destination des supporters afin d'être nombreux à l'Alliance Riviera jusqu'à la fin de la saison. Regardez. Tu sais ce qui se joue ici? Notre avenir s'écrit ici. Sur nos terres. Dans notre stade. Rien n'est plus fort que de te voir. Rien n'est plus fort que de t'entendre. Sans toi, la victoire a moins de sens. Il y a des occasions qui ne se manquent pas. Il y a des frissons qui ne se comparent pas. Il y a des souvenirs que l'on n'oublie pas. L'Europe se joue maintenant. Avec toi. T'as compris, Philippe? L'Europe se joue maintenant. Avec toi. Moi, quand Marcin Bulka me parle comme ça, moi je suis. J'y vais tout de suite. Je vais où il veut. Pas la guerre, il veut. Hop, allez. Je vais aller m'acheter un maillot et un short. Va t'échauffer. Celui qui peut partir s'échauffer, c'est Will, parce que c'est l'heure de la compo probable. Et Leandra, prépare-toi aussi parce que tu vas avoir droit aussi à ta compo probable aujourd'hui, mais on va débuter par celle de l'OGC Nice, mon cher Will, magnifique, jeter le micro. Philippe Risoli. Une nouvelle fois, on va commencer par la défense et les gardiens. Pas de surprise a priori derrière. Non, Doumé le chat dans les buts. Non, pardon. Marcin Bulka. J'aurai un débat pour toi. Prochainement, entre Marcin Bulka et Baratelli. Mais non, mais on la connaît la réponse. Personne n'est meilleur que Baratelli. Non, mais est-ce que Marcin Bulka est le meilleur gardien de l'OGC Nice depuis Baratelli? Mais il y a Hugo Loris entre-temps. Ah ouais, c'est un débat. On fera un pour contre, tiens. David Ospina, Hugo Loris, il y en a eu quand même. Il y a un débat, il y a débat. Il y a débat. Il y a des hauts et des bas. Allez, vas-y. Donc, Marcin Bulka... Ah, t'es sûr, Lotomba? Ouais, Lotomba... Mario. Non. Ni Rosier. Non, Rosier, le fait qu'il soit laissé la semaine à Nice pendant le déplacement en Coupe de France montre qu'il n'est pas encore affûté physiquement pour tenir 60-70 minutes. Mais Lotomba à Brest
Ça fait depuis le début de saison, hein, Lotomba, c'est pas fameux. Hein. Moi, je me souviens d'ailleurs de son derby aller, pas fameux du tout. Il est même impliqué sur les 2 pénaltys, faute, deuxième perte de balle. Donc oui, mais après, Rosier, cette année, on est un peu avec Lotomba comme on était avec Barre l'année dernière. Voilà, l'année d'avant. On lui tombe un peu trop dessus. On lui Lotomba. Il faut raison garder. Donc après, meilleure charnière de France, Todibo Dante inamovible, arrière gauche qui est aux portes de l'équipe de France, Melvin Barnes. C'est un indiscret quoi. Il est fou ce mec. Quand on voit que Klaus il est barré aussi après. Allez, on y va. Ensuite, les milieux. Ben là c'est Samson Youssouf, ce sera difficile à bouger. Il y a Claude Maurice et il peut y avoir aussi Hicham Boudaoui. Ah oui, et Kefren, s'il est en forme. Kefren, j'y crois pas, vu le scepticisme du coach. Ouais, il n'avait pas l'air emballé. Non. Il est un peu touché. Tu passeras un coup de fil, après tu lui demanderas. Mais il touchait où? C'était depuis la semaine dernière déjà. Ouais. Depuis la semaine dernière déjà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a Boudaoui et Claude Maurice qui sont Boudaoui qui n'est même pas balance. en jeu à Montpellier. Non, mais lui aussi il vient de rentrer de la CAN. Il avait joué à Brest. Mais d'ailleurs, je pense plutôt à Boudaoui qu'à Claude Maurice. Ah, tu l'avais oublié simplement, c'est ça? Ouais, ça vient de super. On a fait la compo vite fait tout à l'heure. Voilà les coulisses des compos probables. T'as pas une photo à coller à la place? On va pas faire un montage. Et allez devant. Les 3 de devant, en attendant les retours de Mofi et Boga, ce sera Laborde, Guessant, Chaud qui devront être alignés. Voilà. Donc Guessant, Chaud, Laborde en attaque du côté de l'OGC Nice. Passe-moi le micro puisque je vais Laborde, le transmettre. on lui tombe sans arrêt dessus, il joue pas à sa place. Je suis un peu Mais d'accord. il a joué pendant des années sur le côté droit à Montpellier. Non monsieur. L'heure de ta compo. On n'est pas à sa Leandra, la compo de l'AS Monaco, une fois n'est pas coutume. Et on fait la compo probable de l'adversaire. Allez, c'est parti. Dans les buts. cages, Philippe Et en Keun. défense, Philippe Keun. Pas mal. Keun. Ça plutôt meilleur que Nubel. Ah ben, c'était pas difficile dur. en même temps. Non, c'était pas. Une défense à 3, donc avec Thilo Kerrer à droite. On s'est dit avec mon collègue Vivien qui suit la AS Monaco que peut-être Zakaria reculerait. Mais toi avance un peu. Moi j'avance. Zakaria recule, moi j'avance, mais reculerait à la place de Maripane parce que c'est un peu catastrophique. Dans le dur, hein. Ouais. Depuis les rumeurs de départ à Rennes, un peu en souffrance. Et donc, même avant même. Ouais. et Salissou à gauche de la défense à 3. Et du coup, au milieu les pistons, Vanderson à droite. Le retour de Camara. Jacobs à gauche, peut-être en balance avec Ouattara qui est jeune, moins d'expérience, mais qui apporte quand même vivacité. Il réfléchit pas de calcul, il pourrait mettre en difficulté un petit peu. Jacobs, c'est compliqué aussi. Jacobs, les 2 pistons, c'est terrible. Hein. Ouais. Et même Vanderson a été un peu mieux. Dans les attitudes, c'est très très limite. Retour de Camara. Camara qui revient de la CAN, qui a pas forcément beaucoup joué parce qu'il est arrivé un peu blessé et ensuite il a été malade. Et devant. Voilà, devant, Fofana milieu. Une triplette Minamino. Devant, c'est pas mal. C'est devant que ça fait. Je suis d'accord avec toi sur Golovin et Ben Yedder. Après, moi, Minamino, il a joué un mois et puis basta, quoi. Il a été très bon pendant un mois au début de saison. Un peu plus qu'un mois. Ouais, un peu plus qu'un mois. Après, il est moins décisif, c'est sûr. En ce moment, c'était Akliouche qui avait un peu pris le devant de l'attaque avec Ben Yedder. C'est vraiment avant, Monaco marquait par tout le monde. Ouais. Ça venait de partout. Maintenant, ça vient plutôt de Ben Yedder et Akliouche. C'est vraiment les 2 joueurs qui. Et puis ça vient surtout des pieds de Golovin, ouais. Ça vient toujours des pieds de Golovin. Et donc, nous, on est parti sur 2 numéros 10, un attaquant. Il a aussi la possibilité de mettre Balogun avec Ben Yedder. Ouais. Et Akliouche et Ben Seguir, non, c'est. Ça sera des cartouches sur le banc. Des cartouches sur le banc. Ben Seguir qui remonte en puissance. Il a été absent une très très grande partie de la saison en raison de diverses blessures. Et apparemment, Balogun il rentrera s'il y a un penalty. Et sur le banc de l'AS Monaco. Tu veux le banc? Non, l'entraîneur. Pour l'instant, c'est toujours à 18h. Toujours. Hein. Non, c'est à 20h45 le match. Allez. Messieurs. Merci pour le micro. Personne n'a noté celle-là de Val, je pense. C'est une blague camp, ça. Non. Allez, ça c'est fait pour la compo probable. On va passer à l'indiscret de la semaine. On n'a pas parlé du Youssef au final. Mais c'est ça.
L'indiscret qui concerne un peu les supporters niçois. Alors d'abord, une petite info par rapport à ce match entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. On a lu ton papier aujourd'hui dans l'équipe. Les Monégasques pas très dans contents. Dans l'équipe, dans Nice Matin, excuse-moi. Ça va, ça arrive, non, bon. On a lu ton papier effectivement ce matin. Les Monégasques n'étaient pas très contents du remplacement de la Populaire Sud en 3e anneau. Non, ils s'en sont inquiétés auprès de la préfecture et de la Ligue de football professionnel parce que voilà, les supporters de la Populaire Sud seront replacés au 3e anneau Garibaldi, soit assez proche du parcage visiteur, même s'il y aura quand même barriérage, zone tampon, et tout ça d'ailleurs a été expliqué, présenté en réunion de sécurité à la préfecture et aux forces de police, et tout le monde a approuvé ce dispositif. Et pour preuve que même Monaco a finalement été convaincu, c'est que quelques heures après cette réunion, Monaco a confirmé qu'il y aurait entre 4 et 600 supporters monégasques à l'Alliance Rivera. Donc c'était un petit peu de, on va dire, ouais, je suis d'accord avec toi, mais comme l'a dit Philippe avant l'émission tout à l'heure, faut pas se louper non plus. Faut pas se louper. Après, comme je l'ai écrit aussi, les Monégasques n'ont pas été exempts de tout reproche quand ils se sont déplacés au Vélodrome. Donc si ce sont les Monégasques qui arrivent à l'Alliance et qui balancent des fumigènes sur le parcage niçois, c'est sûr que là, ça va compliquer la chose aussi. Donc en fait, il faudra que ça se tienne bien des deux côtés, et sans manquer de respect à l'AS Monaco. Mais moi, j'ai jamais vu les supporters niçois très excités contre leur homologue monégasque. Alors après, tu sais pas comment le match peut tourner, tout ça. Non, la proximité, bon. Mais il y a pas de il n'y a pas de rivalité entre supporters monégasques et niçois. Déjà, il y a trop d'écart de nombre. Donc autant avec les Olympiens, que ce soit lyonnais, marseillais, les stéphanois, les bastiais, c'est chaud. Autant avec les monégasques, c'est mignonné. Bon, alors l'indiscret ne concernait pas cela, puisque ça tu l'as déjà écrit. L'indiscret concernait les rapports entre la direction du club et les supporters. Justement. Voilà, il y aura une réunion en début de semaine prochaine encore entre la direction et les supporters, avec une discussion qui tournera autour de ces interdictions de déplacement, de ces fermetures aussi un peu abusives, même beaucoup, pas abusives. Et les supporters aimeraient en gros que le club monte un peu plus au créneau, se fasse un peu plus entendre face à ces sanctions, parce que quand on regarde les chiffres, c'est vrai que des clubs comme Lens ou d'autres sont bien moins sanctionnés que le GC Nice. Donc ça fait partie des discussions. Il y a une relation privilégiée entre la direction et les ultras. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, pour expliquer pourquoi la Ligue ferme totalement la Populaire Sud, alors qu'à Rennes, toute la tribune. Alors qu'à Rennes, lors de Rennes-Nice, il y a eu aussi pyrotechnie qui a retardé le match de 8 minutes. Il n'y a eu que la partie basse à Rennes. Pourquoi ? Parce que les dirigeants rennais ont porté plainte nominativement contre 3 ou 4 personnes. Et donc, quand on porte plainte, la Ligue est un peu plus indulgente. L'OGC Nice ne veut pas rentrer dans ce sujet-là, ne veut pas porter plainte, donc la Ligue ferme la tribune entièrement. Donc voilà les raisons du pourquoi, du comment. Les décisions sont un peu illogiques d'un club à l'autre. Ok, voilà donc pour l'indiscret et cette rencontre, tu nous en reparleras peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça a donné entre les supporters et la direction de l'OGC Nice? Je croyais que l'indiscret c'était sur Youssef Attal. Alors oui, non, mais c'est pas un indiscret parce que c'est sorti dans la presse, ça. Youssef Attal qui va prendre le chemin de la Turquie. Mais c'est sorti dans la presse quand ? Qui va prendre le chemin de la Turquie, mais est-ce que c'est sûr que c'est fait ? Non, parce que le petit indiscret, c'est justement celui-là. Les dirigeants niçois ne sont pas 100% confiants sur ce deal. À l'heure où on enregistre. À l'heure où on enregistre. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà plusieurs jours que les contacts avec les clubs turcs sont ouverts, notamment Adana Demirspor, et l'OGC Nice souhaitait même boucler ce transfert il y a quelques heures, si ce n'est hier, et l'entourage du joueur et le joueur freinent un peu des cas de fer. Donc enfin, ce vendredi, le joueur a pris la direction de la Turquie. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre, il vient d'arriver en Turquie, mais c'est pas pour autant que le deal va être 100% concrétisé. Il faudrait un petit billet, les derniers mois de salaire, c'est ça en gros ? Mais c'est à l'Adana Demirspor de payer ses derniers mois de salaire. Mais le joueur, en fait, freine un peu des cas de fer en espérant encore que rester à l'OGC Nice et ci et ça. La situation s'arrange. Ouais. Bon, il est toujours bien conseillé jusqu'au bout. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette affaire Attal qui revient encore et encore dans l'actualité niçoise, peut-être plus pour très longtemps maintenant. C'est l'heure du cadeau de cette semaine. Allez, c'est parti.
Et le cadeau, c'est ce magnifique ballon dédicacé par les Aiglons, toute l'équipe de l'OGC Nice pour le gagner. C'est très simple, il suffit de pronostiquer le score entre l'OGC Nice et l'AS Monaco lors du match de dimanche soir à l'Alliance Riviera avec le nom des buteurs, le petit hashtag Gymtonic, et vous gagnerez donc ce magnifique ballon rouge et noir. À qui? À toi, hop, à Will. C'est parti pour Will, voilà le ballon de l'OGC Nice à gagner. On passe au Souviens-toi. Rivalité entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Parce que on dit souvent que le derby entre Lyon et Saint-Etienne, c'est le derby le plus proche, mais c'est faux. C'est le derby entre Nice et Monaco, mais Nice, parce que Monaco, plus proche au niveau kilométrage. C'est pas la France, entre guillemets, quoi. Oui. Mais dans le championnat de France, le derby le plus proche, c'est entre Nice et Monaco. Bien sûr. Bien sûr. Et parle-nous de cette rivalité. 23 km. La rivalité, en fait, elle existe, mais il n'y a jamais eu de débordement. Bon, déjà, tu sais que je suis un homme du passé, moi, donc... pas du passif. Exactement. Pour reprendre un petit peu, en fait, Nice et Monaco ont rarement habité au même étage. C'est-à-dire que dans les années 50, Nice survolait le championnat. On peut voir les images. Monaco était... Bon, ça, c'est plus tard. Monaco a commencé à gagner des titres dans les années 60. En fait, à chaque fois, on n'a jamais eu... Était très fort en même temps. Très fort en même temps, exactement. Donc... pour revenir, après les années 70, jusqu'à la fin des années 70, c'était Nice qui était le club le plus fort et qui regardait la Côte d'Azur. Ouais, et qui regardait Monaco de haut. Mais il n'y a jamais eu vraiment de... Il y a eu des rivalités, parce que dans les années 70, il y a eu des super matchs. Ah, on en voit là, il y a Toto là. Non mais là tu me montres les années 2000. Alors je vais d'abord parler des années 70. Je t'en prie. Donc, puisque je vais m'adosser sur les obsèques de Jeannot, où il y avait pratiquement, pas toute l'équipe de Nice des années 70, mais il y avait la moitié de l'équipe. Qui était représentée. Ça prouve toute l'amitié qu'ils avaient les uns vers les autres. Pourtant, c'était des matchs chauds. Mais bon, j'ai appelé Baratelli, j'ai appelé Courbis, Vitalis. Ils m'ont dit, bon, c'est vrai que c'était engagé, c'était chaud, mais ça n'a jamais débordé. Il y a eu juste un match en 75-76 où Vlatko Markovic, qui était l'entraîneur de Nice, avait dit la veille du match, qui était un samedi, parce que le match était un dimanche, et que Nice était premier et Monaco avant-dernier. Il avait dit, on parle d'Elio Nice à l'OGC Nice pour l'année prochaine, mais c'est faux, j'en voudrais même pas sur le banc. Tu sais que tu l'as déjà raconté dans ton hommage à Jeannot Petit. C'est vrai, oui, mais ça fait rien, elle est très belle. Je le raconte, c'est très gentil de me faire souvenir. Je trouve ça très sympathique. Le Joe Biden de Gymtonic. Oh non. Oh non. Vaut mieux en mieux, c'est sympa. Oh non. C'est sympa, je reviendrai. Oh non. Donc, et le lendemain, au Nice avait marqué 4 buts. Bon, ok. Il lui avait joué le violon devant. On s'en fout. Devant le bar. Et dans les années 60, et après, en demi-finale de la Coupe, 1-0 à l'aller. Bon, on va passer aux années 2000, ok? J'ai compris. Non, mais j'ai compris les années 70, ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Donc les années 2000, j'ai appelé Roten, qui est le seul de cette... Bon, je t'ai pas appelé toi, parce que... Et les autres m'ont pas trop répondu, les monégasques, mais j'ai eu Roten. Et donc Roten me disait, en fait, on s'aimait pas. Il n'y avait pas de haine, mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'amitié. Il me disait, quand on se croisait par hasard dans un resto... de la côte, c'était bonjour, bonsoir. Parce qu'en fait... Tu confirmes, Toto, à l'époque? Pas beaucoup d'amitié entre joueurs niçois et monégasques? Bon, moi, pas plus que ça, moi. Peut-être, bon, Jérôme, peut-être c'était Jérôme, mais moi, non. Oui, son caractère. Mais, non, lui me disait que c'était chaud. Il me disait, bon, ça commençait dans les couloirs, où il y avait quand même pas des frictions, mais c'était il y avait un petit peu d'intimidation. Il me disait quand en face tu avais Cobos, Abardonado, Varro,
Everson, et c'est Traoré. Il m'a dit c'était compliqué, quoi. Et moi, quand il m'insultait pas, il me soufflait dans le cou. Enfin, en face, t'avais Toto qui... Oui, non, mais il y avait de l'engagement. Par contre, oui, ça, oui, c'est vrai que c'était des matchs engagés avec des fortes personnalités des deux côtés, des joueurs comme José. Dans la limite. Et vous aviez Dado qui envoyait aussi, de notre côté aussi, donc bien sûr que sur le terrain, mais bon, après, je trouve que c'est toujours resté quand même... c'est toujours... Non. Au Jimmy's, derrière, on buvait des coups. non, ça, il faut pas le dire. Ah, bon, pardon. Mais je sais pas trop s'ils sortaient vraiment ensemble. Et Cobos m'a raconté aussi une anecdote quand il me dit, je sais plus si c'était Zikos ou Bernardi qui avait un peu allumé Nice dans la presse. Ça m'étonne de Lucas. Et il me dit avant le match, avant l'échauffement, j'avais été vers les Monégasques et je les avais chopés en disant bon, maintenant on est là. On va vous montrer qui on est et ce soir on va voir où sont les hommes. Mais Cobos me disait mais c'est un truc, c'était hallucinant de faire ça, quoi. Il me dit mais les mecs ils étaient estomaqués. Et en fait, parce qu'en plus tu parlais d'une équipe qui était finaliste de la Ligue des Champions, quoi. En plus c'était pareil. Mais en fait c'est Gernot Rohr qui était un guerrier sur le terrain quand il était à Bordeaux. Il aimait remonter l'équipe. C'était lui, il tirait sur la corde, le petit contre le gros, le riche contre le pauvre. Il en faisait des caisses. Et Cobos me disait, c'est vrai qu'il nous remontait. Et que, le riche contre le pauvre, ça c'est terminé maintenant. Non, puisque maintenant, là, demain, on s'est rarement regardé dans les... Enfin, Nice et Monaco se sont rarement regardés dans les yeux comme ça. Aussi bien les clubs, qui sont tous les deux détenus par des milliardaires étrangers, que les équipes, deuxième contre cinquième. Il y a rarement eu ça. Mais ça n'a jamais débordé. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est toujours resté dans les règles et il faut que ça reste. Bien sûr. Il faut que ça reste comme ça dimanche surtout. Voilà. On espère évidemment que tout se passera bien de ce côté-là, mais là on n'en doute pas quand même. Ça y est, c'est fini. C'est incartade sur le terrain, tout ça. On n'en voit plus. C'est d'un autre temps. Non, mais c'est vrai que c'était chaud. Oui, après, sur le terrain, comme j'ai dit, mais ça restait après des paroles, toujours comme... oui. C'est vrai qu'on le voit moins, peut-être maintenant, mais oui, après, comme j'ai dit, mais ça restait de l'impact, ça restait... Après, moi, j'ai appelé autant les mecs des années 70 que les mecs des années 2000. Bon, j'en ai eu moins à Monaco qu'à Nice. Ils me disaient, c'est vrai que c'était toujours réglo, il n'y avait pas de soucis, mais c'était un match qu'on préparait différemment. Ah oui, c'est sûr qu'il était noté dans le calendrier. C'était un match qui était noté. C'était un match qu'on appréhendait différemment et c'était un match qu'on préparait différemment. Et quand on voyait arriver les supporters niçois comme ça au stade Louis II, on redoutait ce moment-là de ne pas être chez soi dans son stade ? Non, moi je le prenais, bon c'était personnel, mais moi motivation, tu disais bon allez, t'allais chercher autre chose et c'était, pour moi ça donnait envie, on va donner le maximum pour gagner le match, mais même si c'était contre toi, tu préfères voir un stade plein quand même, qu'un stade avec moins de monde. Ça vous changeait de ne pas entendre les consignes du coach pendant le match, non? Elle est facile, celle-là. Il y avait du monde quand même à l'époque qui allait voir l'AS Monaco de Sébastien Schilacci, quand même, malgré tout. Il y a eu de très très belles ambiances. Beaucoup de Niçois. Au stade Louis II et en particulier lors de l'épopée en Ligue des Champions. J'y allais. C'est une très très belle saison et il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Contre le Chelsea de Jimmy Floyd à Selbank. Chelsea, Real Madrid, la Corogne, tout ça, c'était des matchs fabuleux à vivre à Louis II. Le quadruplé de Dado Perchaud. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci Toto d'avoir été avec nous. C'était super. Écoute, on te souhaite un très bon derby dimanche soir. Alors tu ne joues plus celui-là, mais tu vas l'observer avec attention. Merci messieurs, dames d'avoir été avec nous. Vous avez été parfait une nouvelle fois. Franck Fernandez, Sophie Doncé, Chloé Wargard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. C'était pas facile aujourd'hui, mais ils ont bien tenu le coup. Bravo à eux. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Virginie Rossetti, notre invitée, la directrice de la communication de l'OGC Nice, pour fêter ses 20 ans à la tête du club. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.